Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Ce n'est pas la maladie aujourd'hui qui me fait le plus peur, mais c'est demain. C'est la peur du lendemain, de ce qui va arriver. Alors pourquoi la peur du futur prend autant de place quand on vit avec une maladie chronique ? Beaucoup de personnes que j'accompagne me parlent justement de cette peur du lendemain. Que là, sur le moment, c'est pas tant la douleur du jour, parfois même il n'y a pas de douleur, c'est pas tant le symptôme là, parce que parfois même il n'y a pas de symptômes, parfois même dans le corps, c'est pas pleinement ressenti, elles vont bien. Même parfois, elles me disent « moi au moins j'ai de la chance, il y en a qui vivent pire que moi ». Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette culpabilité d'être dans la peur, dans l'anticipation du scénario du pire, alors que concrètement, aujourd'hui, elles vont bien. La peur du futur face à la maladie prend beaucoup de place. L'idée clé dans cet épisode que j'aimerais vraiment pouvoir vous amener, s'il y avait une chose avec laquelle vous deviez repartir, c'est que la peur du futur en tant que telle n'est pas un problème à éliminer. C'est un signal à venir écouter, à venir apaiser. Alors pourquoi cet épisode ? De base, on sait que la peur du futur est omniprésente après un diagnostic. Déjà, il y a eu cette histoire de choc, il faut le temps que le cerveau puisse intégrer ce qui est en train de se passer, et on va se retrouver dans un mécanisme d'anticipation. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Cette peur est souvent vécue comme une faiblesse, pour la simple et bonne raison que l'on ne se donne pas le droit de la ressentir. D'ailleurs, pour cela, je vous renvoie à l'épisode 3, dans le fait que plus on cherche à fuir la peur, plus elle vient se renforcer. On en parle très peu de cette peur, d'un point de vue surtout neuropsychologique. Beaucoup essayent de la faire taire, beaucoup essayent de se maintenir en hyperactivité pour ne surtout pas la ressentir, ou encore d'être dans le penser positif. Et c'est même d'ailleurs des nouvelles injonctions qui arrivent avec cette vague de développement personnel, il faut penser positif, il faut penser positif, il faut penser que ça va aller, il faut se dire ça. Oui, d'une certaine manière, c'est pas faux. Dans le mécanisme du cerveau, c'est intéressant d'aller dans ce point-là. Mais on ne peut pas mettre du positif quand, déjà, de base, on n'a pas pu vider toute la charge négative. Et pour cela, il faut se donner le droit de la ressentir. Parce que plus on lutte contre cette tension, contre cet état négatif, contre cette émotion difficile, douloureuse, plus elle s'intensifie. Alors dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi le cerveau anticipe après un choc. Pourquoi cette peur peut devenir envahissante ? Pourquoi réfléchir encore plus, se mettre encore plus dans le mental ne fonctionne pas du tout et ne va pas rassurer, bien au contraire. Et qu'est-ce qui peut réellement apaiser cette peur ? Mon but, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous puissiez avoir moins de lutte intérieure, plus de recul face à vos pensées, une compréhension un peu plus fine de ce qui se joue en vous. Un des principes qui m'anime le plus, c'est « connais-toi toi-même ». Plus on apprend à se connaître, plus on comprend comment on fonctionne, plus on peut agir justement pour s'apaiser et trouver ses ressources. Et surtout, que je puisse vous apporter ici une première clé vers l'apaisement. D'abord, je vais prendre un moment pour vous expliquer le cerveau après le choc. Après un diagnostic, le cerveau va enregistrer un événement traumatique. Un traumatisme, ça peut être un trauma instantané, quelque chose qu'on va vivre et que le cerveau ne va pas pouvoir digérer. Ce que je vous explique dans le premier épisode, ce que je vous explique aussi dans le dernier épisode, l'épisode 4, toute cette notion au niveau du cerveau qui se fige et qui ne peut pas prendre en compte cette information. Car on est loin de nos repères, car on est loin de ce qu'on connaît, et le cerveau va se mettre dans un tel état qu'il va devoir se préparer à affronter ce nouveau danger. Notre cerveau vit un choc, du coup, lui, il va activer son système d'alerte. Son but, c'est de pouvoir parer à la prochaine menace qui, potentiellement, sera ressemblante à celle-ci. Il faut se mettre dans ce moment-là dans la vision de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon que nous sommes depuis l'origine. L'homme de Cro-Magnon vit dans sa caverne tranquillement et là, il y a un tigre qui arrive.
automatiquement, son corps va se mettre dans un état tel qu'il puisse avoir tous les éléments pour pouvoir affronter ce tigre. Affronter ce tigre, ça veut dire pour cela qu'il va devoir être dans un état d'hypervigilance complète pour pouvoir aller le combattre. Donc il va recevoir de l'adrénaline, donc les hormones de stress qui vont lui permettre d'avoir l'énergie suffisante. Et quelque part aussi, vont se mettre en berne. Du coup, on ne vont plus avoir besoin de fonctionner complètement. Son système digestif, puisqu'on n'a pas besoin d'utiliser l'énergie que demande au corps le fait de digérer, car il faut qu'on garde cette énergie pour affronter le tigre. Son système reproductif aussi. Tout ça va se mettre en berne pour pouvoir donner au corps le maximum d'énergie pour qu'il puisse affronter le tigre. À l'époque de Cro-Magnon, tout va très bien. Cro-Magnon tue le tigre ou le tigre s'en va et automatiquement, Cro-Magnon va pouvoir s'apaiser, tout son système nerveux va pouvoir se calmer, doucement revenir à l'état d'origine, tout va se remettre en place et tout va pouvoir continuer à fonctionner normalement. L'état d'alerte est passé, l'hypervigilance peut prendre le temps de s'apaiser et tout va pouvoir se remettre en marche et aller bien. Jusqu'au prochain tigre. Sauf que ce tigre-là, quand on vit avec une maladie chronique, il est là tout le temps. Et on va le vivre en permanence. Donc dans un mécanisme de survie, notre cerveau, lui, son but ultime, c'est de se dire comment éviter que ça recommence, comment éviter que ça se reproduise, comment éviter que je ressente à nouveau et que je me retrouve à nouveau dans cet état de figement complet. Quelques exemples concrets que je peux vous proposer ici, ça va être la peur de refaire une nouvelle poussée. Une peur que je connais très bien, j'en parle dans des épisodes anciens, cette notion où je pouvais vivre en permanence avec la hantise de faire une poussée. Les personnes que j'accompagne viennent me voir et ça peut être une personne par exemple que j'ai accompagnée avait du mal à pouvoir et travailler et pouvoir s'autoriser à sortir. Elle était terrorisée à l'idée d'être fatiguée le lendemain et du coup de ne pas être en capacité de travailler. Ça c'était quelque chose, mais surtout que cette fatigue-là puisse entraîner des poussées. Du coup, la personne, au fur et à mesure, se restreignait de plus en plus dans sa vie, mettait de moins en moins de projets. Pour d'autres personnes aussi, ça peut être est-ce que ce travail-là qui me plaît, qui m'attire, est-ce que je vais pouvoir le faire? J'ai même eu des personnes qui venaient me voir pour me dire je voudrais mettre tout en place pour pouvoir continuer mon travail parce que j'ai tellement peur de pas pouvoir continuer ce travail et de pouvoir continuer à avancer là-dedans. Tout ça, ce ne sont que des projections. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, on n'en sait rien. Par contre, si on est conditionné là-dessus et qu'on avance uniquement avec cette peur et cette projection négative, on épuise le corps, on se met déjà dans un état comme si le tigre là était là à notre porte. Le cerveau de base va préparer tous les scénarios catastrophes, enfin en tout cas il va prévoir tous les scénarios catastrophes pour faire en sorte que nous ne puissions pas être détruits, en quelque sorte. Son but, c'est de vous préparer, et il y a un point à vraiment prendre en compte ici, c'est qu'il ne sait pas faire la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Ce qui, en soi, parfois, est très intéressant quand on va travailler en sophrologie, quand on va travailler avec de l'EFT, quand on va travailler avec des techniques qui permettent de se projeter positivement et qui permettent d'amener le cerveau dans une dynamique positive du futur, c'est très intéressant. Comme le cerveau ne distingue pas la réalité de l'imaginaire, on peut l'amener sur un terrain qui va être nourrissant pour soi-même, pour sa psyché, pour se faire du bien et pour notre corps, puisque du coup, on va pouvoir lui envoyer des hormones et quelque chose qui sera beaucoup plus doux pour lui. De là à apaiser toute cette anxiété-là et de pouvoir apaiser notre corps, il n'y a qu'un pas et c'est ce qu'on vise. Le point numéro 2 ici que je voudrais aborder, c'est cette notion d'anticiper pour se rassurer. Mais du coup, ça va nous épuiser. Parce que dans notre cerveau, comme son but c'est de tout se mettre en place pour éviter de recevoir, comme son but c'est de préparer tout ce qu'il peut pour faire en sorte qu'on ne revive jamais cette horreur, en fait, cette terreur, ce choc émotionnel, alors il va rentrer dans un circuit d'anticipation. Et là, on va devenir très très mental. On va devenir extrêmement cérébral. Parce que là, on est dans une partie où il faut que le cerveau trouve une solution. J'aime beaucoup donner cette analogie aussi, cette métaphore on est quand même un ordinateur surpuissant et il y a un petit logiciel qui tourne en permanence. Et quand bien même on essaye de faire autre chose, de penser à autre chose, le petit logiciel, il continue à tourner. Vous pouvez par exemple prendre l'exemple de Norton sur les ordinateurs. Lui, il assure tout le temps. Il est là, il vérifie, il screen en permanence. Quoi qu'on fasse, il est derrière pour screener, pour vérifier. Norton, il a été conçu il est très puissant pour assurer ça. Notre corps, on n'a pas été conçu pour ça. On ne sait pas faire ça.
Alors du coup, on va mettre en place des tonnes de choses pour essayer de se rassurer, pour essayer de s'apaiser. Sauf que le problème au milieu de ça, c'est que premièrement, on va s'épuiser complètement. On va peut-être se donner l'impression qu'on maîtrise, on va tout contrôler, on va rentrer dans une notion un peu d'hyper-contrôle de sa vie avec, voilà, je vous en parle en connaissance de cause, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Très bien, si je vais travailler, alors ce soir je sors pas, ou demain si je sors, alors je vais poser ma journée, alors je vais faire. J'avais une vie complètement réglée sur des rails, enfin tout était entièrement contrôlé, planifié. Et si à un moment ça sortait de ce rail, parce que dans un emploi, parce que par rapport à une famille, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, alors du coup l'anxiété arrivait et flambait complètement. Oh, ça y est, je n'ai pas pu gérer tout ce que je voulais gérer le maximum, alors je vais faire une poussée. Et boum, le scénario catastrophe se mettait en place. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que en réalité, la rumination entretient l'activation du système de stress, que le cortisol reste très élevé et le cortisol, croyez-moi, c'est un terrain pour l'inflammation, vraiment, au niveau du corps. C'est un poison pour notre corps. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Et qui dit cortisol dans le corps, qui dit terrain inflammatoire, dit potentiellement la porte ouverte pour toutes les poussées, enfin les poussées pour la sclérose en plaques, je veux dire, mais pour toutes les maladies qui potentiellement peuvent avoir un terrain inflammatoire. Alors je dis pas que arrêter le stress, ça évite tout, j'en sais rien, parce qu'il y a certainement plein d'autres choses, les maladies sont multifactorielles, mais au moins c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Vous pouvez agir, je peux agir, nous avons la main sûre. Surtout que c'est un cercle vicieux, vous le savez, vous le vivez certainement, plus on stresse, plus notre corps est épuisé, moins on dort bien aussi, puisque le mental tourne en boucle et il est en cherche de solutions, plus tout se dégrade en nous et plus l'anxiété augmente, parce que plus on est fatigué, plus l'anxiété augmente. Et c'est vraiment cette espèce d'escalade qui fait qu'à un moment ou à un autre, le corps finit par craquer parce qu'il a été en surrégime à plein pot en permanence. C'est un conflit permanent. Si je dois prendre une métaphore ici, c'est comme si vous couriez sur un tapis roulant. En l'occurrence, ça s'arrête jamais. Vous avez beau courir, et si jamais vous voulez ralentir un tout petit peu la cadence pour essayer de marcher, c'est pas possible parce que le tapis, il avance à une vitesse qui était donnée, que en tout cas vous avez donnée, consciemment ou inconsciemment, et on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas freiner, on ne peut pas se reposer sur un tapis roulant. Le tapis roulant, ici, c'est votre cerveau, c'est votre mental et c'est toute cette projection du scénario du pire. Encore une fois, ça n'est pas que la maladie, ça n'est pas la maladie en tant que telle. Et du coup, point numéro 3 ici, quand la peur prend trop de place, elle devient décisionnaire. Comme je vous expliquais, parce que j'avais très très peur, je prenais des décisions, je décidais de ne pas aller à des soirées, je décidais de ne pas aller travailler, je décidais de ne pas prendre certains postes parce que ça pouvait m'épuiser trop. Et je me suis complètement contrainte, je me suis restreinte complètement. Moi qui étais quelqu'un qui était à fond de voyage, j'avais d'ailleurs tout un programme pour devenir juriste en droit international et j'avais des voyages, je voyageais, j'avais fait mes études à l'étranger aussi. Je me suis complètement restreinte, je suis revenue vivre en France avec cette hantise de me dire il faut que je sois là où je peux avoir les meilleurs traitements, il faut que je sois là où je suis le plus stable, le plus entouré, le plus en sécurité possible. J'ai mis très longtemps à apaiser ça. J'ai été accompagnée, ça s'est fait petit à petit. Après, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai retrouvé un poste où pendant 6 ans, j'ai été formatrice et j'ai voyagé à travers le monde entier. J'allais animer des formations. Une semaine, j'étais en Arabie Saoudite, l'autre, j'étais à Tahiti. Je dis pas, c'était très épuisant d'une autre manière, mais c'était possible. Je l'ai fait. J'ai trouvé mon rythme pour me respecter, pour respecter mon biorhythme. Ça s'est fait en accord avec mon employeur. Ça a été super. Mais je me suis régalée. Je veux dire, quelque part, si j'avais vécu dans la peur, je sais que je me serais restreinte de plus en plus et je me serais empêchée de plus en plus. Parce que la peur, ça vient couper la joie. Je dis qu'il y a toujours deux grandes émotions, il y a la peur et l'amour. Quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans l'amour. L'amour, je ne parle pas de l'amour des autres, bien sûr que oui, ça en fait partie, mais je parle aussi de l'amour pour soi. Et l'amour pour soi, c'est se créer de la joie, des choses qui viennent nous mettre en mouvement, qui viennent nous faire plaisir, c'est extrêmement important. Quand on est dans la peur, on ne peut pas avoir tout ça. Ça vient impacter et influencer trop de choses. Et on la laisse, quelque part, prendre la décision à notre place. Bien malgré nous, c'est loin, très loin d'être culpabilisant, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, on évite, on se restreint, parce que on a l'impression que si on va ou si jamais on s'autorise certaines choses, alors c'est la maladie. Point numéro 4 ici, ce qui apaise vraiment la peur,
et je sais que c'est certainement ce que vous attendez depuis le début de l'épisode, c'est la solution miracle, et j'aimerais vous dire, je l'ai, mais je ne l'ai pas forcément. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. J'ai même un programme qui est structuré pour vous amener à pouvoir apprendre à composer avec, et croyez-moi, c'est possible. D'ailleurs, la plupart du temps, les personnes me disent que dès la première semaine, il y a quelque chose qui se met en place. C'est normal, elles sont soutenues, elles sont entourées, et elles savent, le cerveau, il peut lâcher son hypervigilance parce qu'il sait que il est conduit vers un chemin qui ne peut que l'amener à s'apaiser, donc il peut déposer les armes. Ça n'est pas la certitude en tant que telle, ça n'est pas possible. Elle n'existe pas. Par contre, on peut construire ce qui apaise la peur, c'est la sécurité intérieure, la confiance en ses ressources, ou soit dans les ressources que l'on a naturellement, soit dans les ressources que l'on développe. Et c'est ça que vers quoi j'ai envie de vous amener, c'est de vous apprendre que vous puissiez prendre conscience que les ressources sont des compétences intrinsèques, c'est-à-dire ce sont quelque chose que l'on peut apprendre à développer, de la vivre de l'intérieur et qu'on peut apprendre petit pas par petit pas à mettre en place pour soi. C'est aussi la capacité à s'adapter. Quelque part, l'arrivée dans une maladie, on ne peut pas continuer à vivre complètement comme avant. Ça n'est pas possible. Il y a quelque chose à venir renoncer. J'en reviens à l'épisode sur les étapes qui suivent le deuil, l'épisode numéro 4 de ce podcast, ou ce que vous pouvez aussi trouver sur YouTube si vous regardez en vidéo. Il y a vraiment toute cette partie, ce chemin, et il y a une adaptation à créer. C'est très difficile, ça demande forcément de faire bouger quelque chose, et de base, le cerveau, il n'a pas envie de changer. Quand bien même on n'est pas bien, quand bien même ça ne nous convient pas et quand bien même on est malheureux, notre cerveau, il va rechigner à aller changer, à mettre en mouvement certaines choses. Ça demande donc du coup de créer cette sécurité intérieure et de se faire confiance, d'avoir confiance en ses ressources, quitte à les développer. Moi, je dis toujours que les ressources, quelque part, elles sont là. Elles sont là et parfois, à force de ne pas savoir, de ne pas aller les regarder parce qu'on ne sait pas comment aller les regarder, on ne les voit pas. Mais en moyenne, on a tous, il y a toujours cette notion de tout et son contre, enfin des deux pièces d'une même face de monnaie. Ah, pardon, des deux facettes d'une même pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'il y a le côté pile, le côté face. Il y a le côté peur, incapacité, problème, etc. Et il y a le côté face, c'est nos ressources. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Encore une fois, je peux parler aussi d'ombre et l'ombre et la lumière. On peut être, si on est dans le noir complet, il va y avoir une petite lumière allumée, celle qui gagnera. On la verra. Voilà. C'est parfois, il faut pouvoir se tourner et regarder parce que peut-être qu'au loin, il y a une toute petite lumière. Et si on n'y arrive pas par soi-même, encore une fois, soyez accompagnés, soyez soutenus. Allez justement dans un endroit où votre système nerveux, votre cerveau peut être suffisamment rassuré pour se dire « Waouh, il y a autre chose qui est possible ». Parce que oui, j'ai envie de vous dire que vraiment, il y a autre chose qui est possible. Et encore une fois, j'en reviens à connais-toi toi-même, c'est avoir conscience de son rythme, de ses capacités, de ce qu'on est en mesure de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est à recréer quand on a une maladie chronique. Je vous dis pas qu'aujourd'hui, je suis capable de travailler, sortir tous les soirs, ne pas dormir la nuit, etc. Bien sûr que non. En plus de ça, j'ai un enfant en bas âge. Je suis obligée d'adapter. Il y a plein de choses que j'ai adaptées. La chance que j'ai, quelque part, dans ce que j'ai mis en place une activité où je suis à mon compte, donc j'en fais ce que je veux. Effectivement, encore une fois, j'en fais ce que je veux dans la mesure du possible. Mais il y a cette partie de ma sécurité, je l'ai créée, j'ai mis longtemps et j'ai trouvé cette manière de être en sécurité. Et pourtant, je passe des nuits qui peuvent être vraiment blanches avec un enfant en bas âge. Et en plus, si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, on est au mois de février 2026. Je pense que entre la grippe, la gastro, la varicelle, je suis dans tout, à peu près tous les mois, voire même toutes les 2-3 semaines, j'ai quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup d'empathie pour ma petite. Et on va pas se mentir, c'est très bien que son système immunitaire se fasse, mais voilà, c'est là où, comme je vous disais, il y a des endroits où on peut pas contrôler. Je me retrouve à devoir effectivement continuer à travailler avec parfois des nuits blanches, et c'est ok, j'ai trouvé mon rythme. Et ok, du coup, peut-être que je déplacerai une séance pour faire une micro-sieste, peut-être que le midi, je prendrai un moment pour aller me reposer. En fait, j'ai adapté tout ça, j'ai pris conscience, je connais ma limite. Peut-être qu'effectivement, j'irai faire des séances pour me faire du bien avec... moi, je fais beaucoup d'acupuncture, c'est quelque chose qui m'aide au niveau de mon corps pour essayer de retrouver de l'énergie. Peut-être qu'effectivement, un week-end où j'avais prévu de sortir, je me serais dit non, là, ça va être un week-end de pur repos. Et je m'autorise à demander le droit de dire, est-ce que là, c'est possible que je puisse avoir 1 heure, moi, pour me recharger? Et ça, c'est quelque chose aussi, encore une fois, de cette notion de, à partir du moment où on est touché par une maladie, c'est prendre soin de soi
et de vraiment se remettre au cœur au cœur de soi-même pour pouvoir prendre soin de soi et pour pouvoir après aller apporter aux autres. Toujours cette notion du masque à oxygène que l'on place d'abord sur soi avant de pouvoir aller le donner aux autres. En conclusion, dans cet épisode de podcast, si vous deviez retenir 3 choses, c'est la peur du futur est un mécanisme de protection. Vraiment, je le répète, la peur du futur est un mécanisme de protection du cerveau. Il a vécu un choc, il a besoin maintenant de pouvoir se préparer à éviter de revivre des choses aussi terribles que ce qu'il a vécu. La deuxième chose, c'est que penser plus, ça ne va pas vous rassurer. Bien au contraire, ça va vous épuiser. Le mental ne résout rien. Vraiment, je répète, le mental ne résout rien. C'est pas parce qu'on a tout compris, qu'on sait tout intellectuellement, que ça va résoudre et que ça va apporter la bonne solution. Il y a vraiment quelque chose à aller vivre au niveau émotionnel. Il faut pouvoir le vivre. Il y a des outils pour ça. J'utilise l'EFT, j'utilise l'EMDR quand on est dans mon cabinet. J'utilise des outils de sophrologie que j'ai spécialement adaptés à ça, vraiment. Mais le mental, penser, être uniquement dans le mental, ça ne résout rien, c'est plus énergivore qu'autre chose. Ça ne vous apporte rien. Enfin, l'apaisement vient de votre sécurité intérieure et non pas de la certitude que ça ira bien. Et très souvent, on se trompe beaucoup là-dessus. On n'a qu'une envie, c'est d'aller voir un médecin, d'avoir quelqu'un qui va venir nous rassurer, nous dire que tout ira bien. Et on leur en veut quand ils nous disent pas ça, parce qu'ils sont dans leur rôle et ils ont raison, ils peuvent pas savoir. Personne ne sait. Personne ne sait pour vous. Par contre, la sécurité intérieure, les ressources, ce que vous pouvez développer pour vous, ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et croyez-moi, une fois que vous les avez, ça, personne ne peut vous le retirer. Même si l'incertitude, elle continuera d'exister. C'est la fin de cet épisode. Tous les liens dont je vous ai parlé sont en description dans la bio, c'est-à-dire mon programme S'apaiser sur 3 mois, qui est un programme structuré dans lequel vous êtes guidé toutes les semaines vers cet apaisement, avec des exercices, avec des consultations, et surtout, afin d'apaiser votre cerveau et votre système nerveux, vous avez la possibilité d'avoir un accès à moi sur WhatsApp tout au long de ces 3 mois. Je vous réponds sous 48 heures, donc vous n'êtes pas seul là-dedans. Si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, je vous offre ici un programme sur 3 jours par mail, le programme pour apaiser la peur face à la maladie. À partir de là, vous avez aussi accès à ma newsletter. Vous avez aussi accès pour prendre un appel découverte si vous avez besoin de savoir comment je peux vous aider au mieux dans ce que vous traversez. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix ou à vous suivre sur YouTube ou à faire tourner autour de vous pour toutes les personnes que ça peut intéresser. D'ici là, en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très très belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Au revoir.